EDR fonctionnant vraiment au niveau du système d'exploitation ont beaucoup moins de chances d'être en capacité de détecter une compromission qui a vraiment été réalisée au niveau hardware. La gestion de la faille n'est pas aussi bien prise en compte que je pense qu'elle peut l'être sur la partie logicielle. La compromission, ça peut être aussi un remplacement de composants. Et ça, c'est difficile à identifier, à moins d'être équipé de manière très spécifique. Des machines qui reviennent qui sont plus lourdes qu'à l'aller, parce qu'il y a un accès physique à la machine et un ajout de composants. Sur le choix du fournisseur, là, la vraie difficulté qu'on observe aujourd'hui, c'est que le matériel est vu comme une commodité. Bonjour et bienvenue sur notre émission L'Angle d'attaque, l'émission business, stratégie et cybersécurité de Risk Intel Media. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre émission, n'hésitez pas à vous abonner pour nous donner de la force. Et ceux qui connaissent déjà, n'hésitez pas à commenter pour nous en dire plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la cybersécurité matérielle. Et pour commencer justement ce débat, j'ai avec moi deux experts. Benjamin Duché, tu es CTO chez HP France. Et puis Yann Bruno, tu es Chief Solution Officer chez Squad. Et on va parler aujourd'hui de cybersécurité, mais pas n'importe quelle cybersécurité, la cybersécurité matérielle. Alors il est vrai que quand on parle de cyberattaque, de virus, on parle souvent de cybersécurité logicielle, mais j'aimerais justement pour le public qui est en train de nous suivre, recontextualiser avant de commencer cette interview et peut-être expliquer cette distinction qu'il existe entre la cybersécurité matérielle et logicielle. Moi je pense qu'il y a une des premières grosses différences, c'est le cycle de vie. On a sur le matériel, le logiciel a un cycle de vie qui est plutôt court et qui est assez rapide dans le temps, là où effectivement sur le matériel, on a des cycles de vie qui sont beaucoup plus longs et effectivement on ne change pas son matériel tous les jours, on ne change pas son matériel tous les ans et ça peut même être très très long sur certains types de matériel. Donc c'est vraiment déjà, je pense, une des différences fondamentales, c'est le cycle de vie. Je te laisse compléter peut-être. Oui, c'est effectivement, tu as très bien expliqué la différence fondamentale, sachant qu'en cybersécurité, on a cette gestion du temps qui est primordiale. Et si on fait un parallèle, le logiciel, c'est ce qu'on appelle du temps court, le matériel du temps long, avec justement une problématique d'anticiper des menaces sur un temps long qui est quand même extrêmement complexe en cyber. Et historiquement, effectivement, pour en revenir au propos initial, c'est quelque chose qui était assez peu considéré, voire même pas du tout, et qui aujourd'hui devient un sujet, puisque comme c'est le parent pauvre en termes de protection, et ben les attaquants sont assez malins, ils vont aussi essayer d'aller chercher des vecteurs d'attaque plus simples, plus faciles, plus accessibles, et qui ne sont pas forcément surveillés au même niveau que les couches logicielles. Et donc finalement, ils touchent sur le matériel. Exactement. Alors justement, très bonne introduction, tu l'expliques très bien, c'est le parent pauvre, donc c'est celui qu'on va aller chercher. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en fait c'est quoi exactement la menace aujourd'hui, les risques qu'on a lorsqu'on parle de cybersécurité matérielle? Pour moi, il y a deux typologies de risques, pour résumer. La première typologie, elle est sur cet aspect supply chain. C'est-à-dire que les matériels, à un moment donné, ça passe par des usines, un assemblage de composants, un certain nombre de prestataires, de transport. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent en fait dans cette zone de contrôle ou de risque. On peut voir les choses différemment. Ça, c'est le premier aspect qui est un petit peu complexe. Le deuxième aspect, c'est effectivement cette partie prise en charge, maintien, mise à jour, toute la partie opérationnelle finalement dans le cycle de vie du device. Et ça peut être vrai pour un PC, pour une imprimante, mais aussi sur des boîtiers firewall réseau, enfin des data centers. Il y a plein d'aspects en fait qui aujourd'hui rentrent aussi dans cette ligne de sécurisation et de matériel d'un point de vue pur hardware. La gestion de la faille n'est pas aussi bien prise en compte que je pense qu'elle peut l'être sur la partie logicielle. Et effectivement, on peut se retrouver avec des failles matérielles qui ne sont pas difficilement patchées ou pas patchées du tout parce qu'on n'a pas, je pense, aujourd'hui encore le réflexe comme on peut l'avoir sur le logiciel de faire cette gestion de version et de gérer les patchs au fur et à mesure du temps. Et je pense, juste pour compléter ce que tu dis, qu'il y a aussi à la fois, c'est entre de la peur et de la méconnaissance de ces couches basses. Oui. Je me souviens, je pense qu'à tes débuts c'était pareil, mais il y a une vingtaine d'années, on hésitait déjà à mettre à jour les BIOS sur des PC, puisque quand ça se passait mal, ça rendait le PC inopérant. Exactement. Et donc l'impact utilisateur a été compliqué, c'était au niveau opérationnel, c'était extrêmement complexe à adresser. Donc du coup, de manière assez humaine, on n'y touche pas. Tant que ça marche. Ah, c'est le fameux tant que ça marche, on ne touche pas du tout.
Ok. Il y a encore un C'est- petit peu cette mentalité quelque part de ces couches-là. Mais du coup, si je comprends bien, finalement, le fait de ne pas y toucher, ça fait qu'on ne met pas à jour, hein, j'ai entendu ce mot. Mhm. Et si on ne met pas à jour, finalement, c'est un peu comme le logiciel, hein. Si on ne met pas à jour, on a des failles et des failles qui subsistent et donc qui peuvent être utilisées par potentiellement des criminels. Bien sûr. Exactement. Est-ce que vous pouvez me citer peut-être quelques situations à risque auxquelles les entreprises que vous avez accompagnées ont pu faire face, juste pour vraiment voir l'impact de ce type de faille? Moi, j'ai un exemple assez intéressant puisque ça a été adressé avec beaucoup de bon sens par la personne à laquelle je pense. C'est une entreprise qui fait de l'extraction minière dans des pays un petit peu complexes, un petit peu à risque surtout. Et il avait un doute sur un certain nombre de sites et quand il envoie un technicien informatique, il les équipe avec ce qu'on appelle une station blanche. Une station blanche, c'est un PC qui est démuni de toute donnée de l'entreprise. Il y a juste ce qu'il faut pour travailler, sans aucune donnée. Donc c'est juste pour prendre les notes, travailler sur place, mais on limite le risque volontairement avec de la donnée qui serait en transit. Et il a été assez malin puisqu'il a pesé ses machines avec des balances de cuisine avant qu'elles partent dans les pays, parce qu'il avait des doutes. Et au retour, il les a repesées sur une balance de cuisine et il a appelé l'ANSSI. Et ça, j'ai plusieurs clients à qui c'est arrivé. Donc les machines qui reviennent, qui sont plus lourdes qu'à l'aller, Ah, parce qu'il y a un accès physique à la machine et un ajout de composants. Donc là, on n'est même pas finalement dans le patch des couches basses, on est sur un risque d'accès physique à la machine et de l'ajout de composants. Et même si ça peut paraître un petit peu lunaire et on a l'impression de se retrouver dans un film de science-fiction, complètement. ce sont des choses qui arrivent sur des situations très particulières, dans des industries particulières, avec des pays aussi un petit peu complexes à adresser d'un point de vue gestion du risque. Mais c'est des choses qui arrivent. Ça peut se passer à l'hôtel quand vous laissez votre PC, quand vous êtes en déplacement professionnel. J'ai aussi des clients à qui c'est arrivé au moment des contrôles douaniers dans les aéroports. Et là, c'est même plus forcément le PC, c'est aussi le téléphone. D'accord. Parce qu'on leur confisque leurs affaires, ça peut durer 2, 3, 4 heures. Et vous n'avez aucune affaire et vous ne savez pas ce qui se passe. Et dans ce type de cas, par exemple, si on reprend l'histoire de cet ordinateur, on est quoi? On est sur de l'espionnage industriel, on est sur une cyberattaque classique, on sait pas. En fait, il peut y avoir plein de situations qui justifient ça. Ça peut être de l'espionnage industriel, ça peut être peut-être une opération au niveau étatique aussi. Enfin, honnêtement, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est des choses qui se passent sur le terrain, qui ne sont pas des cas isolés. Et là, on peut avoir toutes les couches logicielles que l'on veut. On ne peut pas se prémunir de ce genre de risque. Alors, le monsieur en question, moi je me questionne, et je suis sûre que le public va se poser la question également, c'est un coup de bon sens de la part de ce monsieur ou c'est des recommandations qu'on fait en interne? C'est du bon sens. En fait, il a adressé une problématique avec du bon sens, finalement. De la même façon, j'ai discuté avec d'autres entités, alors plutôt publiques pour le coup, qui eux aussi, des fois, utilisaient des manières un petit peu détournées d'adresser certains risques, même si c'est un risque IT à la base, avec un peu de bon sens, ils arrivent des fois à adresser le risque. Soit en ouvrant les machines quand elles reviennent de pays à risque, effectivement sans forcément les peser, mais voilà, ils font un check complet des machines, y compris au niveau matériel, ou ils font appel à des services spécialisés de l'ANSSI pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de compromission. C'est-à-dire que la compromission, ça peut être aussi un remplacement de composants. Et ça, c'est difficile à identifier, à moins d'être équipé de manière très spécifique. Pour le coup, le peser n'aura aucune indication, puisqu'en fait, on a juste remplacé un composant. Alors, à la lumière de ce que vous êtes en train de me dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait qu'il y ait des recommandations en interne, des politiques finalement, de la même manière que lorsqu'on dit aux collaborateurs ne cliquez pas sur un lien, voilà ce qui peut se produire, finalement d'avoir peut-être une politique interne, un processus qui permet justement de manière un peu détournée de s'assurer que les composants qu'on récupère, en tout cas les ordinateurs, les machines qu'on récupère n'aient pas de composants manquants ou de composants switchés. Moi, je pense que ce qui est intéressant là, c'est la gestion du risque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut identifier, il faut être conscient de ce risque et savoir comment on l'adresse. Donc il y a potentiellement, des fois, et probablement pour toute une partie de la population, des salariés d'une entreprise sur lequel ce risque est un risque qui est assez faible et donc qui ne nécessite pas forcément d'être adressé. Mais il y a probablement des situations, comme Benjamin l'évoquait, où c'est un risque qui est suffisamment critique, où l'impact est suffisamment critique pour qu'il soit adressé d'une manière spécifique. Donc je pense que c'est comme tout, il y a un dosage à avoir, il y a une bonne réponse à apporter à une probabilité, un niveau de risque en conséquence. Il faut être un paranoïaque pragmatique.
Moi, on m'a dit... Je pense que c'est une bonne formule. Non, mais c'est une bonne formulation. Mais ça vient pas de moi. C'est un expert en cyber un jour d'un grand groupe, je ne citerai pas, qui me l'a dit, qui me disait en cybersécurité, il faut être paranoïaque, mais un paranoïaque pragmatique. Et depuis, je sors cette phrase, je la trouve excellente. Mais écoute, Benjamin, tout à l'heure, on parlait de l'ANSSI, et puisqu'on est en train de parler des recommandations, je pense que c'est le moment peut-être de poser cette question-là. Comment aujourd'hui les entreprises peuvent s'aligner avec les directives de l'ANSSI, que ce soit sur l'enjeu de démultiplication des points d'entrée ou le besoin d'avoir un terminal critique sécurisé? Alors, il y a effectivement un certain nombre de bonnes pratiques de l'ANSSI aujourd'hui sur plein de sujets, y compris sur ces sujets, sur ce qu'ils appellent des postes, on appelle ça des postes d'administrateurs, mais en fait, on peut le généraliser à plusieurs typologies de situations. Parce qu'un poste d'admin, on va dire que c'est un poste à risque, un poste critique. Peut-être qu'un technicien qui est en transit dans des pays à risque, on peut considérer qu'il a aussi un poste potentiellement compromissible et donc avec un niveau de risque élevé. Donc finalement, cette recommandation-là, elle est intéressante, mais par contre, elle n'adresse aujourd'hui assez peu finalement ces couches basses. C'est-à-dire qu'il y a une recommandation qui est, on va dire, assez générale, avec aussi un certain nombre de scénarios qui ne sont pas recommandés par l'ANSSI, notamment typiquement utiliser de la virtualisation, des choses qui ne sont pas recommandées par l'ANSSI. Mais du coup, ça induit mécaniquement des contraintes pour les utilisateurs de ces postes-là, mais aussi pour les gens qui vont les exploiter et les supporter. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, un administrateur informatique qui travaille pour un OIV, donc un OIV, un opérateur d'importance vitale, va potentiellement avoir un poste bureautique, un poste d'administration, mais peut-être encore d'autres postes s'il a plusieurs environnements d'administration qui nécessitent en tout cas un certain nombre de compartiments, de compartiments d'un point de vue logique et informatique. Et donc, j'ai certains clients qui ont des fois 5-6 postes pour un administrateur. Donc là, problématique de praticité quotidienne, parce qu'il faut transporter plusieurs machines. Problématique de coût, d'un point de vue hardware, mais aussi licence, et donc supportabilité et exploitation au quotidien. Parce que plus j'ai de postes, plus il faut les maintenir à jour, plus il faut les monitorer, plus il faut s'en occuper. Donc j'ai une charge induite pour les équipes opérationnelles. Mais j'ai aussi finalement un risque, quelque part humain, puisque de manière très pragmatique, oui. Étant moi-même humain, avoir 5 postes, je vais peut-être des fois avoir un peu la fainéantise, utiliser le bon poste pour me connecter au bon environnement, et peut-être utiliser un poste que je ne suis pas censé utiliser pour me connecter à un environnement critique. Donc c'est là où des fois, il y a une limite effectivement à jauger. On en revient sur le côté pragmatique, comme tu le disais, qui est vrai. Hein. Où est-ce que je mets le curseur entre le niveau de sécurité, le risque induit, et le côté pragmatique que je peux peut-être résoudre de manière un peu différente. Donc il y a une recommandation de l'ANSSI qui est ce qu'elle est, qui, je pense, mériterait aujourd'hui d'évoluer puisque les technologies ont évolué aussi. Et donc, justement, aujourd'hui, avec New Load, on l'adresse un petit peu de manière disruptive sur le marché. Et donc, je pense que ça aurait du sens pour les utilisateurs. Ça leur rendrait la vie plus simple. Et je pense que l'ANSSI devrait effectivement s'y pencher pour voir dans quelle mesure ça peut évoluer et simplifier la vie de ces utilisateurs-là. J'ai un exemple qui est très concret de ça. J'ai croisé un client la semaine dernière qui m'expliquait qu'il avait cette problématique et qu'aujourd'hui, il avait les personnes, les administrateurs qui sont d'astreinte qui se retrouvent à passer leur temps à trimballer 2 PC sur le dos en permanence parce que y a le PC de bureautique pour pouvoir travailler et il y a le PC d'administration avec l'accès sécurisé au SI d'admin pour gérer les astreintes. Et en fait, on voit que c'est compliqué au jour le jour en fait, pour ces populations-là de travailler dans ces conditions. Je pense qu'il y a un sujet aussi là-dessus. Alors, Benjamin, tu disais, vous avez trouvé une manière disruptive d'y répondre. Alors, puisqu'on est sur le sujet, peut-être autant un peu creusé, c'est-à-dire ? Alors, pour revenir à la recommandation de l'ANSSI, aujourd'hui, la recommandation de l'ANSSI sur ces postes critiques, c'est d'avoir un poste physique dédié et de ne pas utiliser de virtualisation. Sauf que la recommandation datant d'il y a quelques années parlait de niveau de virtualisation. Je vais rentrer un petit peu dans les détails techniques, mais de manière très simple, il y a différents niveaux quand on fait la virtualisation. En gros, il y a au-dessus du kernel d'un système d'exploitation et ce qui se passe en dessous. Donc il y a une certaine classification qui est assez simple, qui a 2 niveaux aujourd'hui. Ces 2 niveaux-là n'étant pas recommandés par l'ANSSI. Sauf qu'aujourd'hui, avec New Load, on utilise une technologie qui est encore en dessous
de ce qui est évoqué dans les recommandations de l'ANSSI, et du coup qui ne rentrent pas dans le cadre de la recommandation et de ses bonnes pratiques et de ce qui est interdit. Donc ça veut dire qu'on résout finalement un problème de manière un peu disruptive, en étant tellement bas niveau au niveau virtualisation, qu'on est capable même d'intercepter des frappes clavier dans notre environnement virtuel. Donc le principe étant d'avoir des accès sécurisés que même le système d'exploitation ne vous verra pas. D'accord. Donc avec un poste bureautique, je peux gérer mon quotidien, ma messagerie, aller sur Internet, et dès que je me connecte à des environnements d'admin, je vais être comme dans une bulle finalement, que même mon OS ne verra pas. C'est-à-dire que je suis tellement bas niveau, on descend tellement loin dans le matériel, que finalement on est totalement étanche, et donc du coup on crée finalement un espace totalement isolé du reste de la machine. Donc on considère que la machine potentiellement n'est pas fiable. Il n'y a pas d'interdépendance en fait entre le système d'exploitation et les applications sécurisées qu'on va lancer. Donc en fait, elles sont de manière hardware complètement isolées. Les zones mémoire sont isolées. Donc ce qui permet de garantir une étanchéité beaucoup plus poussée que ce qu'on pourrait avoir avec des systèmes de virtualisation classiques. Et donc c'est vraiment géré au niveau matériel en tirant parti en fait des innovations matérielles qu'on va retrouver aujourd'hui dans les nouveaux laptops en fait. Oui, exactement. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'à l'époque il y avait dans la recommandation de l'ANSSI, c'était pas dans le scope finalement, puisque la techno n'existait pas. La techno n'existait pas finalement, et il y avait une dépendance au matériel qui n'était pas aussi encore mature. Aujourd'hui, on peut faire les choses de manière un peu différente pour le coup. D'accord, donc il y aura une mise à jour potentielle à faire au vu des nouvelles technologies qu'on a. Donc on croit qu'il y a quelque chose à changer un petit peu. Et donc ce que vous faites finalement, ça vient répondre à la problématique que vous expliquiez de 2, 3, 4, 5 PC pour chaque environnement. On aurait un seul ordinateur, mais tout est bien sectorisé au final, Exactement. sans problème de sécurité. Ok. Tout à l'heure, on parlait justement des secteurs d'activité. Quels sont les secteurs ou postes les plus concernés par ce besoin de sécurité? Parce que forcément, quand on parle de fuite de données, on va penser aux banques et aux hôpitaux, parce que la donnée coûte très cher, ce sont des données sensibles. Même au sein d'une entreprise, parfois, on va essayer d'avoir le CEO ou une personne qui a certains accès administratifs. Donc c'est très spécifique dans le choix de la personne. J'imagine que pour la cybersécurité matérielle, peut-être que certains secteurs sont plus à risque que d'autres. Effectivement, au niveau du groupe Squad, aujourd'hui, on fait à peu près 30% de notre business dans la défense. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a un vrai sujet, ici. Mais je dirais que de manière plus générale, en fait, la réglementation fait que toutes les entreprises aujourd'hui probablement sont concernées. C'est une des exigences qui est importante au niveau de la réglementation NIS2. Et aujourd'hui, il y a énormément de sociétés qui sont concernées par ce sujet-là. Donc, et je pense que les réglementations vont continuer à promouvoir en tout cas cette notion de segmentation et de forte sécurisation des PC d'administration et des réseaux d'administration. C'est vrai qu'il y a un gros volet sur les SI d'admin dans NIS2, mais bon, après, sur les secteurs critiques, comme tu as évoqué, défense, banque, ils sont quand même très matures sur le sujet. Ils ont déjà d'autres réglementations qui les contraignent assez fortement sur cette gestion du risque. Pour la petite histoire, on a, il y a maintenant 3 ans, commencé à travailler sur cette technologie-là. On s'est très souvent heurté à l'objection de l'EDR, nos clients étant persuadés que l'EDR répond en termes de gestion du risque à toutes les menaces. Sur la partie hardware, je ne pense pas, objectivement. Et sur ces aspects admin, encore un petit peu moins, puisque c'est géré de manière finalement classique, c'est-à-dire qu'on gère le risque, que ce soit sur un poste bureautique ou un poste d'admin. Sur la partie logicielle, on va être à peu de choses près dans les mêmes typologies de monitoring et de surveillance. Par contre, là où on s'est rendu compte finalement, quand on a commencé à évoquer ces technologies-là et la façon dont elles adressaient, c'est pas forcément les clients défense qui ont d'abord levé la main, c'est plutôt des responsables opérationnels sur les postes de travail qui, eux, sont en charge de l'exploitation et du support, finalement, de ces postes-là, qui ont un peu bondi de leur chaise en disant que ça allait vraiment leur simplifier leur quotidien. Et en fait, on n'avait pas du tout anticipé, pour être très honnête. On ne pensait pas qu'il y avait un tel trou dans la raquette sur le marché. Et d'ailleurs, quand on en a discuté ensemble, finalement, on était nulle part dans l'écosystème des solutions. Il n'y a pas de Magic Quadrant sur le Gartner. En fait, on n'est dans aucune classification de produits aujourd'hui. Donc, ce qui a été un petit peu compliqué. Et finalement, ce sont nos propres clients qui nous ont donné finalement les clés en termes de cas d'usage. Oui, c'est ça.
Est-ce que ça revient justement à ce qu'on disait au début de cette émission, qui est que finalement la cybersécurité matérielle est peu connue. Donc finalement, quelque part, le client que vous pensiez toucher, c'est pas celui qui était conscient de la problématique, mais vous disiez c'est celui qui est sur l'opérationnel. Donc c'est la personne qui a ces 6 ordinateurs là, qui a compris qu'il y avait un souci et qui s'est dit ça révolutionne ma vie. D'accord, donc vous répondez vraiment à un problème, c'est intéressant finalement, il y a vraiment une méconnaissance. Et cette méconnaissance, est-ce que vous pensez qu'elle va évoluer ou comment on explique en fait finalement que ce soit pas si pris en compte? Je pense que de la même façon que il y a 20 ans, on avait du mal à mettre à jour les BIOS, finalement je pense que c'est quelque chose qui est assez ancré dans les équipes d'exploitation. C'est pas quelque chose qu'ils ont dans leur radar de manière instinctive. Ça commence à le devenir, notamment comme l'exemple que tu citais, parce qu'il y a des cas qui malheureusement font on va dire, dans la presse qui sont assez impressionnants, notamment liés à des contextes géopolitiques. Mais je trouve que ça va dans le bon sens et c'est en train de se structurer finalement dans les analyses de risque que je peux voir chez certains clients. Ils commencent à avoir ce type de risque en termes de surveillance. Récemment, j'ai un de mes clients qui a eu un audit d'un cabinet de conseil sous l'angle cyber et il s'est fait tirer les oreilles puisqu'ils n'avaient aucun mot de passe BIOS sur l'ensemble de leur parc machine. Et les équipes d'exploitation et de cyber n'avaient finalement pas ça dans le radar. C'est-à-dire que pour eux, il n'y avait pas de risque associé forcément à ces couches-là. Donc c'est en train d'aller dans la bonne direction. Je pense que culturellement, on n'a pas la culture en fait de ce risque hardware, comme d'autres secteurs peuvent l'avoir. Je pense à l'industrie par exemple. Eux, ils ont des cycles de vie qui sont beaucoup plus longs, et je pense qu'ils ont cette conscience en fait du risque matériel sur la durée, ce qu'on n'a pas du tout côté IT. Je pense qu'effectivement, c'est en train de venir petit à petit. Jusqu'à maintenant, on était plutôt focalisé sur le risque logiciel qui, lui, est immédiat et facile à patcher et sur lequel on a l'habitude surtout. Et juste pour donner un exemple, là où finalement il y a quand même une séparation des deux mondes, mais en tant qu'usager particulier, on a tous des téléphones. Pour ceux qui sont équipés de téléphones, on a tous quasiment des solutions de géolocalisation et de blocage à distance. Ça, c'est des choses que tout le monde utilise au quotidien. Ça, typiquement, c'est pas encore ancré sur les aspects PC. Alors qu'il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, et c'est des solutions qui fonctionnent. Donc, c'est dommage de ne pas aller utiliser ces choses-là qui sont finalement assez pragmatiques. Je perds un device comme je perdrais, je sais pas, ma voiture. Il y a des trackers sur les véhicules automobiles. De la même façon, on peut le faire sur des PC. C'est peut-être du bon sens aussi de se dire, j'ai un PC dans la nature, je vais le bloquer. Mais pour ça, ça va utiliser du hardware aussi. Donc, il faut l'avoir dans le radar. Dans le radar, exactement. Finalement, ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que la cybersécurité logicielle ne suffit pas. Il faut également de la cybersécurité matérielle. En quoi le matériel et les firmware sont-ils tout aussi critiques que la cybersécurité, si vous deviez justement l'expliquer à un client? C'est très critique, simplement parce qu'on est encore au plus près du matériel. On va potentiellement être bypasser un certain nombre de choses. Je dirais que plus vous êtes bas, plus vous avez de possibilités, et surtout, moins vous avez de chances d'être détecté par ce qui va être plus haut. Donc, on reprend l'exemple des EDR tout à l'heure. Les EDR fonctionnant vraiment au niveau du système d'exploitation ont beaucoup moins de chances d'être en capacité de détecter une compromission qui a vraiment été réalisée au niveau hardware. Donc, je dirais que c'est vraiment important à ce niveau-là. Et peut-être redéfinir firmware, justement. Alors, effectivement, c'est un bon point. Donc, là, ce qu'on appelle un firmware aujourd'hui, c'est ce qui permet de faire cette liaison entre le matériel à proprement parler et son interaction avec ce qui va être au-dessus, le logiciel. Par exemple, quand j'ai besoin de me connecter à un réseau Wi-Fi, donc j'ai une partie logicielle qui va me gérer l'interface, qui va gérer l'adressage IP et plein d'autres paramètres. Mais à un moment donné, j'ai besoin d'un composant matériel qui, lui, va émettre le signal, va opérer la connexion et va faire le lien avec tout le reste de la machine. Et donc, entre ces deux mondes-là, il y a cet aspect firmware qui, historiquement, était assez, même très basique. Aujourd'hui, un firmware, c'est plusieurs millions de lignes de code. Donc, c'est quasiment un OS sous l'OS. Et là, c'est un OS qui n'est pas surveillé, qui est assez peu sécurisé. Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, un attaquant, par essence, c'est potentiellement un humain. Et donc, je vais chercher à rentrer de manière la plus simple possible quand je vais opérer une attaque. Donc, sur la partie logicielle, au-dessus d'un système d'exploitation, j'ai un EDR, j'ai un firewall, j'ai un VPN, j'ai plein de couches, normalement très bien configurées, très modernes. Donc, je vais avoir des difficultés à passer par ce biais-là. Donc, si je suis un peu malin,
Au lieu de rentrer par la porte, je vais rentrer par la fenêtre. Et la fenêtre, elle n'est pas surveillée. Et je vais être persistant. Ce que tu disais, c'est là aussi où c'est compliqué, c'est la persistance. Comme je ne suis pas détecté, je peux rester là longtemps. Et même si je suis détecté, c'est compliqué aujourd'hui. Certaines attaques, certains malwares qui se mettent effectivement au niveau des composants hardware sont compliqués à supprimer. On peut réinstaller l'OS, on peut faire ce qu'on veut. On est toujours dans le hard et on sera toujours présent. Donc c'est furtif, effectivement, c'est persistant. On a des habilitations élevées sur le poste. Donc un vrai bon endroit où être placé pour un attaquant. Et donc, du coup, pour une entreprise qui veut prendre au sérieux justement la sécurité matérielle, elle commence par où? C'est quoi les premières bonnes pratiques? C'est quoi les étapes? Déjà, peut-être le mettre à jour, déjà de manière très pragmatique. Mettre à jour, être conscient des fonctions de sécurité qui potentiellement existent déjà sur le parc. Il y a déjà des choses qui existent probablement dans les laptops, dans les parcs des entreprises. Il y a des composants matériels de sécurité intégrés au niveau des postes. Alors par exemple, les TPM, donc tout ce qui permet notamment d'avoir des enclaves sécurisées pour stocker des secrets, genre les clés de chiffrement, ce genre de choses. Voilà, il y a des initiatives un peu spécifiques comme Intel SGX, si je ne dis pas de bêtises, qui est vraiment pour là aussi créer des enclaves complètement sécurisées à l'intérieur du matériel, pour séparer, isoler la mémoire, l'exécution par rapport au reste du système d'exploitation. Donc je pense qu'il y a déjà des choses à exploiter qui sont existantes, et puis ça évolue. Ça évolue, et effectivement, comme tu le disais, c'est les fondeurs, donc les créateurs de processeurs aujourd'hui intègrent déjà beaucoup de solutions de sécurité embarquées qui permettent de durcir finalement un petit peu ne serait-ce que cette partie processeur qui est quand même centrale dans nos matériaux aujourd'hui. Et je pense que pour revenir sur le côté évolution, même Microsoft aujourd'hui a un programme qui s'appelle Pluton, on en parlait il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. Pluton, l'idée c'était de recréer finalement un TPM par Microsoft et qui devait être intégré dans les postes de travail. Finalement, là, j'ai appris il y a assez peu de temps qu'ils ont changé un petit peu d'orientation, mais c'est encore plus malin, je trouve. C'est qu'ils vont intégrer cette partie Pluton dans les processeurs Intel, AMD, Qualcomm. Donc, il y aura un espace dédié dans les processeurs pour opérer un certain nombre de mécanismes de sécurité, de durcissement, de protection des clés de chiffrement et plein d'autres fonctionnalités embarquées. Donc, Microsoft aussi commence à se dire, OK, au niveau Windows, on est quand même plutôt mature. Mais par contre, sur ce qui se passe en dessous, il faut aussi qu'on s'en occupe. Donc ils commencent eux aussi à s'intéresser à ces couches basses et à la sécurité du hardware finalement. Puis j'imagine pour une entreprise, l'une des premières étapes, ça doit être aussi le choix du fournisseur. Comment on s'assure finalement qu'on achète un produit qui n'est pas déjà alors, comme le disait Yann, déjà regarder ce dont on dispose. Et ça, je pense que c'est plus effectivement je reviens au côté pragmatique, finalement, c'est peut-être déjà regarder ce qu'on a sous la main. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, finalement. Comment l'utiliser, comment je l'intègre dans mes processus de surveillance, de gestion du risque. Ça, c'est déjà une première chose. Mettre à jour, deuxième chose. Ensuite, sur le choix du fournisseur, là, la vraie difficulté qu'on observe aujourd'hui, c'est que le matériel est vu comme une commodité. C'est souvent géré par les services achats. Et dans les critères d'appel d'offres, on reste sur des critères finalement assez classiques, qui est l'autonomie, la puissance du processeur, la mémoire, enfin voilà, des choses assez basiques. Il n'y a pas de critères de, on va dire, résistance, sécurité, j'allais dire durabilité, mais c'est pas le bon mot, mais l'intégrité du matériel. Ça, c'est pas aujourd'hui intégré dans ces critères-là. Et les personnes des équipes côté sécurité et gestion du poste de travail ne sont pas impliquées finalement dans ces appels d'offres et dans on va dire la matrice décisionnelle qui est associée à ce besoin-là. Donc, première chose, ce serait peut-être déjà d'intégrer des critères de ce type-là dans les appels d'offres. Et c'est aussi vrai pour du PC, du serveur, de l'imprimante, mais même des boîtiers réseau. Finalement, on peut l'élargir le scope. Et donc pour ça, il faut que les gens du métier soient impliqués pour définir ces critères-là. De ce que je comprends, et vous me dites si j'ai bien compris, on a d'un côté donc les équipes d'achat qui choisissent en fait ces produits-là, mais qui n'ont pas de connaissances.
Exactement. particulière en sécurité. Et de l'autre côté, on a des équipes IT qui, pour le coup, sont informées de ces risques-là, mais qui ne rentrent pas dans le processus d'achat. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas un peu. J'ai l'impression quand même dans le schéma, il faudrait finalement il faudrait qu'ils travaillent ensemble. Oui, il faudrait les mettre ensemble, mais c'est aussi lié, je pense, mais ça n'engage que moi, au niveau de maturité finalement de ces couches basses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché est un peu en train de se structurer finalement. Donc ça va prendre du temps, à mon sens. Après, ce qui risque de nous aider, peut-être que je me trompe, mais si Microsoft commence à intégrer ce type de fonctionnalité dans tous les processeurs, ça va peut-être devenir finalement un prérequis finalement basique. Donc finalement, c'est peut-être bien aussi que ça se structure et que ça vienne de Microsoft. Comme ils aiment bien généralement fixer le niveau de la mer, ça va peut-être finalement aider un petit peu tout le monde sur le marché. Et quels sont les principaux obstacles techniques, logistiques ou autres pour sécuriser efficacement les différents points d'entrée? Parce qu'à mon avis, si c'est pas tout à fait fait, c'est qu'il y a quelque part des limites logistiques ou autres, surtout sur des chaînes d'approvisionnement qui soient complexes. Alors là, effectivement, c'est un problème qui est compliqué puisque il va y avoir de l'humain, il va y avoir différents acteurs dans toute cette chaîne logistique. Ça peut être directement sur le centre de production. Il y a plein de risques associés. Donc, pour en revenir sur le côté pragmatique, cette gestion humaine et logistique, il y a plein de normes, il y a plein de façons de l'adresser. C'est d'avoir du personnel certifié, d'utiliser peut-être des sous-traitants qui bénéficient d'un certain nombre pareil d'agréments, de certification, etc. Mais il n'y a pas de risque zéro. C'est-à-dire que si demain je m'adressais à un livreur, même si c'est d'une grande compagnie qui est certifiée, qui a plein d'agréments, tout le monde finalement est potentiellement compromissible. Donc ça peut être à un moment donné un maillon faible. Donc le meilleur moyen finalement de l'adresser, c'est bien sûr pour autant ne pas s'en passer de cette chaîne de vérification, mais c'est de utiliser aussi les capacités du matériel à se protéger de manière automatique et autonome. Donc typiquement, pour revenir à mon client qui avait pesé ses machines avant que ça parte dans des pays à risque, en fait, ce qu'il ne savait pas sur ces machines, c'est qu'il y avait des capteurs, en fait. Donc si on ouvrait la machine, ça pouvait enclencher des opérations automatiques. Donc de blocage, d'effacement des données et de notification. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est déjà de savoir ce dont on dispose sur son parc, mais c'est finalement d'avoir peut-être une approche pragmatique aussi pour adresser un problème qui peut paraître complexe à première vue. Se dire, je vais sécuriser ma supply chain, je vais sécuriser mon transport, je vais sécuriser mon personnel, je vais sécuriser aussi mes salariés qui vont opérer, qui vont préparer les machines. Donc c'est extrêmement complexe, il y a plein de risques différents à adresser. Et finalement, peut-être la manière la plus simple, c'est peut-être soit de peser les machines quand elles partent à l'étranger, parce que là, c'est imparable. À part si on les switch. À part si on les switch, mais bon, voilà, c'est pas parfait, mais ça adresse quand même une bonne partie du risque. Soit utiliser les capacités intrinsèques de certains matériaux pour dire, en gros, c'est comme un antivol, hein, je vais essayer d'ouvrir une machine et de faire quelque chose, ou je vais essayer de modifier les couches basses de la machine. J'ai des mécanismes qui me permettent de m'assurer qu'il n'y a pas eu de compromission. Donc c'est peut-être finalement comme ça qu'on va adresser le reste d'une chaîne logistique qui est quand même assez complexe à surveiller. Justement, pendant que tu étais en train de m'expliquer la chaîne en entière et en fait les différentes étapes, dis-moi si je me trompe ou pas, mais j'ai eu le sentiment que finalement on avait pas mal d'acteurs qui étaient en jeu, et typiquement la direction de la sûreté. Parce que quand il s'agit de déplacement de collaborateurs à l'étranger ou de livraison de camions avec du matériel, on est en général sur le directeur de la sécurité physique, le directeur de la sécurité sûreté. On n'est plus sur de la cyber, n'est-ce pas? Exactement. Tout à l'heure, juste avant, on parlait des achats, le choix du matériel, donc on est sur du commerce, a priori rien à voir avec la cybersécurité. Donc j'ai un peu l'impression que dans ce cadre-là, pour la sécurité du matériel, il faut une coordination entre différentes équipes, de bout en bout finalement de cette chaîne d'approvisionnement qui demande des profils très distincts et qui finalement dépassent le cercle de la cybersécurité. Oui, et il faut aussi d'ailleurs que ce soit le sujet de quelqu'un. Je pense que c'est aussi ça un des points. C'est-à-dire que, pardon ? Il faut créer un poste. Alors, pas forcément créer un poste, mais en tout cas, il faut que ce soit de la responsabilité de quelqu'un de gérer cette sécurité physique, matérielle. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu un flou. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'attribution spécifique pour ce genre de préoccupation. Ouais. Finalement, on revient, je le répète, parce qu'on revient à ce qu'on se disait au départ, c'est que ce n'est pas pris tout à fait en considération. À partir du moment où on a conscience du risque et on le prend en considération, et forcément, on aura quelqu'un qui est dédié naturellement.
Alors, on revient sur l'intérêt justement de sécuriser les accès critiques et les données sensibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le micro virtual machine? Alors, j'expliquais tout à l'heure, mais pour revenir à cette recommandation de l'ANSSI sur ces postes critiques, la virtualisation fait partie des options qui ne sont pas recommandées. Ce n'est pas interdit, mais en gros, par essence, ce qui n'est pas recommandé est interdit. Parce que ces niveaux de virtualisation étaient assez élevés et donc compromissibles. Oui. Là, on est effectivement un petit peu disruptif dans l'approche, c'est qu'on est tellement bas niveau, ce qu'on appelle donc une micro-isolation, une micro-bulle. Il n'y a pas vraiment de terminologie adaptée. Ça reste de la virtualisation, mais qui est tellement profonde d'un point de vue hardware que finalement, c'est presque une extension naturelle du matériel. C'est comme si mon PC était divisé en deux et qu'il n'y ait aucune communication possible, il n'y a aucune porosité possible entre les deux environnements. Donc en fait, cette technologie-là, on va dire le côté disruptif, ça a été de réussir à faire de la virtualisation au niveau du processeur directement. Et en fait, ça a été rendu possible, pour revenir aussi à cette évolution du marché, par le fait qu'aujourd'hui, la plupart des processeurs qu'on utilise sur nos machines sont conçus pour gérer de la virtualisation directement sur le processeur. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, et donc ce qui n'était pas, je pense, étudié par l'ANSSI en termes de solutions. Donc en fait, finalement, c'est ça, c'est de la virtualisation, mais qui descend jusqu'au niveau du processeur. Donc au niveau des entrées-sorties, c'est extrêmement complexe à interférer ou à essayer de bypasser. Ouais, il n'y a pas d'interaction directe entre un hyperviseur et une machine hypervisée comme on peut le voir classiquement sur du logiciel, où il y a une possibilité qui n'est pas toujours simple et pas toujours démontrable, enfin démontrée en tout cas, de passer d'un environnement à l'autre, là où effectivement quand on va être plus bas niveau, on va avoir une indépendance réelle entre l'OS, le système d'exploitation qui va tourner sur la machine, et ce qu'on va faire tourner effectivement dans les enclaves sécurisées au niveau du processeur, qui rend l'étanchéité complète. En tout cas, à date. En tout cas, à date. On n'a pas eu de compromission. Mais... toujours un peu prudent là-dessus, mais ouais. Alors, on arrive justement à la fin de cette interview avec une dernière question, mais une question d'avenir. On aime bien se projeter pour voir ce qui va potentiellement se produire, mais ce que vous en pensez. Comment voyez-vous évoluer la sécurité dans les années à venir? Quelles innovations ou menaces anticipez-vous? Moi, je pense qu'il va y avoir l'IA, forcément, va changer un petit peu, rebattre les cartes un peu, mais... Ouais, il y a plusieurs points, je pense. Ouais. Il y a plusieurs points. Déjà, je pense qu'il y a un point qui est intéressant en termes de réglementation, notamment avec le Cyber Resilience Act, qui est une réglementation européenne qui est en train d'arriver, qui va renforcer, je pense, tous ces aspects sécurité, puisque le principe, c'est de mettre au cœur des éditeurs, aussi bien de logiciels que de matériel, ces préoccupations justement de sécurité tout au long du cycle de vie des produits. Donc je pense que déjà, ça c'est quelque chose qui va dans le bon sens et qui va fortement impacter ces sujets-là dans les années qui vont arriver. Et puis effectivement, dans les évolutions en termes de sécurité, il y a l'IA évidemment, donc on en parle beaucoup, mais il y a peut-être d'autres sujets aussi. La crypto-quantique, je pense. Exactement. Pour moi, la crypto-quantique, c'est un vrai sujet. Et un sujet qu'on a tendance à voir un peu loin, mais qui n'est pas forcément si loin que ça. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des techniques aujourd'hui qu'on dit Harvest Now, Decrypt Later, qui permettent à des attaquants de collecter de la donnée chiffrée aujourd'hui, en n'ayant pas les moyens de la déchiffrer à date, mais qui potentiellement demain auront la possibilité de lire ces données, et une donnée qui dans 3-4 ans chiffrée aujourd'hui a toujours de la valeur, est une donnée qui est donc sensible à ce genre d'attaque. Donc je pense que c'est un des sujets à mon avis intéressants à prendre en compte dès aujourd'hui pour les entreprises qui ont des secrets qu'elles veulent conserver dans le temps. Alors, sachant que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, cette histoire de temps long, je crois que l'ANSSI aujourd'hui considère qu'en 2030 le risque de crypto-quantique sera plutôt très concret. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, 2025, on peut se dire 2030, on a le temps. D'un point de vue logiciel, oui. D'un point de vue hardware, un peu moins. Aujourd'hui, on achète un PC, on ne va pas le jeter dans 3 ans, c'est pas trop la tendance. La tendance, c'est plutôt de le faire durer 3, 4, 5, voire même 7 ans. Des fois, on nous demande de les faire durer jusqu'à 7 ans. Donc ça veut dire que 2030, on est dedans. Donc il faudrait déjà que le matériel soit potentiellement prêt à se protéger, à se prémunir de ce type d'attaque. Et donc la crypto-quantique, ça devient un sujet aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup, merci Benjamin, merci Yann. Moi, je retiendrai quelque chose, la cybersécurité logicielle, oui, mais pas que. Il faut également la cybersécurité matérielle. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Eh bien, merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette émission. Donc, je le rappelle, l'angle d'attaque, l'émission cybersécurité, stratégie et business de Risk Intel Media. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout à vous abonner pour nous donner de la force afin qu'on puisse vous produire du contenu toujours de qualité. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle émission de l'angle d'attaque.